Je me trouvais dans une rue à la périphérie du quartier de mon fils, à Queens, tenant précautionneusement un gâteau d'anniversaire soigneusement emballé, tremblant alors que le vent de février balayait la rue comme une lame. L'air new-yorkais traversait mon écharpe, alors je l'ai resserré encore plus autour de mon cou. Aujourd'hui, c'était le 5e anniversaire de mon petit-fils, Benjamin. La semaine précédente, nous avions prévu de le célébrer ensemble. J'étais même allée jusqu'à cette pâtisserie chic de Brooklyn pour acheter son gâteau préféré, décoré de super-héros, dans l'espoir de le surprendre. Mais j'étais là, debout depuis presque 30 minutes, enchaînant appel sur appel, plus d'une douzaine en tout. Et personne ne répondait. Adrien m'avait dit plus tôt qu'il avait été envoyé à l'improviste hors de la ville pour le travail. Ma belle-fille, Caroline, ne répondait pas non plus. Son téléphone était éteint depuis le début. J'ai sonné à la porte, 1 fois, 2 fois, puis une 3e. Rien. Toujours accroché à un espoir, j'ai rappelé Adrien. Cette fois, il a enfin répondu, mais sa voix était froide, tranchante comme le vent. « Maman, je t'ai dit, je suis en déplacement pour le travail. Je ne suis pas à New York en ce moment. S'il te plaît, arrête d'appeler. » « D'accord, » ai-je répondu, essayant de garder une voix ferme, bien qu'une inquiétude silencieuse s'insinuait déjà en moi. « Et Caroline ?» ai-je demandé, la voix légèrement tremblante, confuse et blessée. Pourquoi ne répond-elle pas? Pourquoi personne n'ouvre la porte? Il y a eu une pause de l'autre côté, juste quelques secondes, mais assez longue pour me faire mal. Puis il a répondu, d'un ton distant, presque mécanique. « Elle doit être occupée. » « Maman, ce n'est qu'un anniversaire d'enfant. Tu n'as pas besoin d'être là à chaque fois. S'il te plaît, arrête de les déranger. » J'ai serré le téléphone plus fort, le visage blême. Mon petit-fils, mon doux Benjamin, ce garçon que j'avais aimé et chéri pendant 5 ans, et on ne me permettait même pas d'être là pour son anniversaire. Le vent continuait de souffler, fouettant mes joues, mais je ne pouvais pas bouger. Mon esprit s'emballait. Caroline n'avait jamais été chaleureuse avec moi, mais elle avait toujours sauvé les apparences. Aujourd'hui, pourtant, le silence derrière cette porte semblait délibéré, comme si j'étais soudain devenue une invitée indésirable, une étrangère. J'ai regardé la boîte du gâteau dans mes mains, mon souffle formait des nuages pâles emportés par le vent, et quelque chose dans ma poitrine me faisait profondément mal. Je m'appelle Brigitte Dupont, j'ai 61 ans. J'ai travaillé plus de 20 ans dans un bureau des finances publiques avant de prendre ma retraite. Mon mari est Pat, mort jeune d'un cancer, alors qu'Adrien était encore à l'école. Je l'ai élevé seul. Adrien était un bon garçon, calme, intelligent. Il ne m'a jamais causé de problème. Il a obtenu une bourse, a décroché un diplôme et un emploi stable, puis il a rencontré Caroline. Ils se sont mariés et Benjamin est arrivé peu après. Au début, je n'ai rien dit contre Caroline. Mon fils l'avait choisi et je voulais simplement qu'il soit heureux. Mais avec le temps, j'ai commencé à remarquer qu'elle ne m'accueillait jamais vraiment. Ça commençait par de petites choses. Je venais aider à ranger et elle se raidissait, me reprochant d'avoir déplacé un objet ou se plaignant que ma cuisine était trop lourde, pas assez saine pour leur mode de vie. Quand je proposais d'aider avec les devoirs de Benjamin, elle refusait poliment, disant qu'ils avaient une nounou et que tout était sous contrôle. Je ne suis pas du genre à m'imposer. Si elle ne voulait pas de moi, je me mettais en retrait. Alors, j'ai réduit mes gestes. Juste des cadeaux pour les fêtes et les anniversaires, plus de visites surprises. Pourtant, je ressentais son aversion. Ce n'était pas subtil, ça venait de quelque chose de plus profond. L'année dernière, quand j'ai été hospitalisée pendant 2 semaines, Adrien est venu me voir, mais Caroline n'est jamais apparue. Ça m'a fait mal, mais je me suis dit qu'Adrien avait sa propre famille maintenant. Je ne pouvais pas en attendre plus. Je ne pouvais pas être un fardeau. Mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, c'était l'anniversaire de Benjamin. Je l'avais rappelé à Adrien 1 semaine plus tôt, espérant qu'on pourrait le célébrer en famille. Il avait répondu « Bien sûr, maman, c'est gentil de ta part. » Et maintenant, voilà, un voyage d'affaires de dernière minute, une porte close et un silence total de la part de Caroline. Aucune explication, pas même une excuse symbolique. C'est là que j'ai compris. Peut-être qu'il ne voulait tout simplement pas de moi. Debout dans le froid, le vent traversant mon manteau, j'ai sorti mon téléphone et composé un numéro que je connaissais par cœur, celui de Carole Bisset, une voisine qui vivait plus loin dans la rue. Son petit-fils allait à la même école maternelle que Benjamin. La connexion s'est faite rapidement, et sa voix chaude et familière a percé l'air glacial. « Brigitte, tout va bien? »
J'ai hésité. Puis j'ai demandé, essayant de garder un ton calme, « Sais-tu si l'école maternelle a organisé un événement aujourd'hui? C'est l'anniversaire de Benjamin, mais je n'arrive pas à joindre Caroline, et personne n'ouvre la porte. » Il y a eu une pause, juste assez longue pour faire accélérer mon cœur. Puis, la voix de Carole est revenue, plus douce, plus hésitante. « Brigitte, tu n'es pas au courant? » Un frisson m'a parcouru l'échine. J'ai serré les doigts autour du téléphone. Au courant de quoi? Elle a pris une profonde inspiration, comme si elle choisissait ses mots avec soin, puis elle a dit à voix basse, « J'ai vu Adrien à l'école cet après-midi. Il est venu chercher Benjamin lui-même. » Je me suis figée. Tout autour de moi, le vent, le bruit, la douleur dans mes mains, s'est évanoui dans le silence. Je n'entendais que la voix de Carole résonner dans ma tête. Adrien, à l'école, mais il m'avait dit qu'il était hors de la ville pour affaires. Et là, sans crier gare, mon cœur s'est serré. La boîte du gâteau dans mes mains s'est légèrement froissée. Il m'avait menti. Il n'était parti nulle part. Il était allé chercher Benjamin lui-même. Pendant ce temps, je restais là, pétrifiée devant leur porte, attendant comme une idiote. Il savait que je viendrais, et pourtant il n'avait rien dit. Il m'avait laissé dehors, littéralement. Pourquoi? Pourquoi me mentir? Pourquoi m'exclure comme si j'étais une intruse? Le vent s'est levé à nouveau, féroce et cinglant, faisant piquer mon visage. Le gâteau semblait soudain plus lourd, comme s'il pesait sur ma poitrine. Mes pensées tourbillonnaient dans tous les sens jusqu'à ce qu'une idée s'enfonce dans mon estomac, celle que je ne voulais pas admettre. Il ne voulait pas de moi. Pas seulement aujourd'hui, plus du tout. C'était pathétique, vraiment. Le temps qu'il m'a fallu pour m'en rendre compte. Sur le chemin du retour, tout semblait flou, comme si je marchais dans le brouillard. À un coin de rue, j'ai entendu quelqu'un m'appeler. J'ai levé les yeux et vu Carole qui s'approchait, le visage tendu par l'inquiétude. Elle s'est arrêtée devant moi, hésitante. « Brigitte ?» a-t-elle dit doucement. Pardonne-moi de te dire ça, mais j'ai entendu des choses, des rumeurs. Tu sais, Adrien et Caroline parlent depuis un moment de vouloir plus d'espace, moins d'interférences. » J'ai esquissé un sourire forcé. « Merci, Carole. Je crois que je commence à comprendre le message. » Elle a baissé les yeux et murmuré. « C'est plus que ça. On dit qu'ils prévoient de vendre la maison, celle que tu leur as donnée. Elle est déjà inscrite chez un agent immobilier. » Mes jambes ont fléchi un instant. Cette maison, c'était celle que mon mari et moi avions achetée en économisant pendant notre jeunesse. Elle devait être notre sécurité pour la retraite. Quand Adrien s'est marié, il a dit que la maison qu'il avait achetée était trop petite, que l'hypothèque les écrasait. Je lui ai donné la maison, sans dette, pensant que ça les aiderait à respirer. Je me suis installée dans un logement subventionné pour personnes âgées. À peine 17 mètres carrés, juste un lit et une petite table. C'était exigu, mais je ne me suis pas plainte. Je pensais aider ma famille. Et maintenant, il la vendait? Sans me le dire, j'avais l'impression qu'on m'avait jeté un seau d'eau glacée sur la tête. Tous mes nerfs se sont figés. Non seulement ils me mettaient des barrières, mais ils voulaient que je disparaisse pour de bon. De retour dans mon petit appartement impeccable, la première chose que j'ai faite a été d'appeler la banque pour suspendre les virements mensuels que j'envoyais à Adrien. Chaque mois, une partie de ma pension allait à l'aider avec son hypothèque, parce qu'il disait qu'il était à court et que je ne supportais pas de le voir stressé. Mais c'était fini. Le lendemain matin, je suis allée au registre foncier pour vérifier l'état de la maison. Effectivement, elle était en vente. J'ai tenu la liste imprimée dans mes mains tremblantes, pris une profonde inspiration, puis sorti mon téléphone. J'ai envoyé un SMS à Adrien, une seule phrase. « Nous devons parler de la maison. » Il m'a rappelé 5 minutes plus tard. Son ton, comme toujours, était froid et sec. « Maman, la maison est à moi maintenant. Pourquoi t'en fais-tu autant? » J'ai gardé une voix calme et ferme. « Cette maison était l'héritage de ton père. Je te l'ai donnée parce que tu avais besoin d'aide. Si tu vas la vendre, le moins que tu puisses faire, c'est de m'inclure dans cette décision. » Il a ri, un rire sec. « Maman, voyons, tu vis bien, non? Vendre nous aide, ça aide Benjamin. Pourquoi compliquer les choses? » J'ai répondu posément. « Ce n'est pas moi qui complique, c'est que j'ai enfin arrêté de faire semblant. » L'appel s'est terminé là,
avec une tension si palpable qu'elle se ressentait à travers le téléphone. Adrien ne comprenait pas pourquoi j'étais contrariée. Peut-être ne le comprendrait-il jamais. Dans son esprit, la mère idéale était celle qui apparaissait quand on l'appelait et disparaissait dès qu'elle devenait gênante. Quelqu'un qu'on pouvait écarter quand elle était embarrassante et rappeler quand l'argent manquait. Mais j'en avais assez. Assez d'être invisible et utile seulement quand ça les arrangeait. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Ce n'était pas le vent qui me gardait éveillée, mais le froid intérieur. Le radiateur bourdonnait dans un coin, mais j'avais l'impression d'être recroquevillée dans une coquille vide, de plus en plus glacée à chaque heure. J'avais les yeux fermés, mais mon esprit ne s'arrêtait pas. La photo de Benjamin était accrochée juste au-dessus de mon lit. Il souriait, radieux, et pourtant, aujourd'hui, je n'avais même pas pu voir ce sourire. Je n'arrêtais pas d'entendre la voix d'Adrien au téléphone, distante, impatiente, et cette phrase qui ne quittait pas mon esprit. « Maman, arrête d'appeler. Tu nous déranges. » Une gêne. Après toutes ces années à l'accompagner aux urgences avec de la fièvre, à le regarder faire ses premiers pas vers l'âge adulte, à m'inquiéter pour lui pendant des décennies, j'étais devenue une gêne. Avant l'aube, je me suis redressée dans mon lit, je suis allée à la cuisine et j'ai préparé un café noir. Pendant qu'il refroidissait dans mes mains, j'ai ouvert un tiroir et sorti une copie du contrat de donation de la propriété. Je me souvenais à peine de ce que je pensais en le signant, seulement qu'Adrien avait dit que l'hypothèque les étouffait et qu'il avait besoin d'aide. Je n'avais pas posé de questions. J'avais donné l'acte de la maison que mon mari et moi avions acheté avec tant d'efforts et d'économies. Je n'avais même pas pris d'avocat. J'avais simplement fait confiance. Quand le café a refroidi, j'avais pris une décision. À 7 heures précises, j'ai enfilé mon trench coat et je suis partie pour la bibliothèque. Dans mon sac, il y avait 2 choses, le contrat signé et une copie imprimée de l'annonce immobilière que j'avais trouvée la veille. À l'intérieur du vieux bâtiment en briques de la bibliothèque, il y avait un bureau d'aide juridique communautaire. Tous les mercredis, une avocate à la retraite, Elise Porter, se portait volontaire pour aider des gens comme moi, des seniors à faible revenu, à naviguer dans le système. Quand je suis arrivée, une file s'était déjà formée. Des hommes et des femmes âgés, émitouflés dans des manteaux épais, serraient des dossiers ou fixaient leurs chaussures. Je me suis jointe à la queue en silence, le cœur trop noué pour le décrire. Quand mon tour est arrivé, une femme à l'air fatiguée, portant des lunettes à monture rouge, m'a accueillie à l'accueil. Sa voix était aimable malgré ses cernes. « Bonjour, quel est votre problème? Il s'agit d'une propriété familiale que j'ai donnée, » ai-je murmuré. « J'ai peut-être besoin d'aide. » Elle a hoché la tête. « Avez-vous les documents? » Je lui ai tendu le contrat et l'annonce. Elle les a parcourus, s'arrêtant un instant à mi-chemin. « Venez avec moi, » a-t-elle dit. « Vous devriez parler à Elise. » Elise Porter. J'avais déjà entendu son nom chez des voisins. Autrefois spécialisée dans les litiges immobiliers et les droits des aînés, elle était maintenant conseillère juridique bénévole. Ses cheveux blancs, doucement bouclés, encadraient son visage. Les rides autour de ses yeux trahissaient de la patience, pas de la fatigue. « Vous êtes Brigitte, c'est ça? » a-t-elle demandé. « Pouvez-vous me raconter ce qui se passe? » Je lui ai tout expliqué. La maison que j'avais donnée, comment Adrien et Caroline m'avaient mis à l'écart et comment ils avaient mis la propriété en vente sans un mot. Elle a examiné les documents lentement. Cet accord est officiel. Le titre est maintenant au nom de votre fils. Je me suis mordu la lèvre et j'ai hoché la tête. Mais elle a pointé une ligne fine avec son stylo. Cette partie est vague, mais importante. La donation est accordée pour le soutien familial. Toute vente nécessite la connaissance préalable et le consentement écrit de la donatrice initiale. Ça vous donne un levier. Mes yeux se sont écarquillés. Alors, je peux empêcher la vente? Vous pouvez essayer, a-t-elle répondu, posant son stylo et me regardant dans les yeux. Vous pouvez demander une injonction d'urgence en arguant que la vente viole l'objectif de la donation. Au minimum, ça retardera le processus jusqu'à ce que vous puissiez plaider votre cause. Mon cœur battait plus vite, comme si une fissure venait d'apparaître dans le mur qui m'oppressait depuis des jours. Mais si Adrien et Caroline découvrent que j'ai fait ça, est-ce que ça ne va pas empirer les choses entre nous? Même maintenant, une partie de moi s'inquiétait encore.
Élise a marqué une pause, puis a adouci son ton. Brigitte. Posez-vous la question. Qui a mérité cette maison? Vous et votre mari avez passé des années à économiser, à payer l'hypothèque ensemble. Vous l'avez donnée par amour et confiance, et ils l'ont mise en vente dans votre dos. Il ne s'agit pas de créer un conflit, mais de vous protéger. Ces mots m'ont noué la gorge. Je savais tout cela, mais personne ne l'avait dit à voix haute. Personne ne m'avait soutenue en me disant que ce n'était pas mal de me sentir trahie. Elle m'a tendu un formulaire de réclamation et sorti des exemples de dossiers d'un tiroir. Ramenez-les chez vous et étudiez-les. Si vous décidez d'aller de l'avant, je vous aiderai à préparer les documents. J'ai hoché la tête doucement. Merci. Quand je suis sortie, il était presque midi. Le soleil était apparu, mais il ne réchauffait pas. Je me suis assise sur un banc en face de la bibliothèque, regardant une photo de Benjamin sur mon téléphone. Son sourire était toujours aussi doux, mais derrière lui se cachaient 2 parents qui me voyaient comme un fardeau, quelqu'un à écarter discrètement. De l'autre côté de la rue, une rangée de maisons en briques rouges bordait le trottoir. À cet instant, quelque chose en moi s'est cristallisé. Il ne s'agissait pas de se battre pour une maison, mais de ne pas les laisser décider de ma valeur. Cette fois, je ne réagissais pas par colère, je me protégeais. Après avoir discuté avec l'aide juridique, je sortais de moins en moins. Ce n'était pas seulement le temps, mais ce poids sur ma poitrine, celui qui rendait difficile de croiser le regard des autres. Au fond, j'avais peur de tomber sur quelqu'un qui pourrait dire quelque chose qui me briserait en deux. Mais la vie a sa façon de vous ramener au monde. C'était un vendredi soir et je venais de descendre vérifier mon courrier quand je suis tombée sur Carole. Elle tenait la main de son petit-fils, rentrant chez elle. Le petit garçon marchait joyeusement, un bouquet de ballons colorés à la main. Mais quand il m'a vue, son sourire s'est effacé. « Brigitte » a dit Carole doucement, la voix teintée d'hésitation. « Comment vas-tu » J'ai hoché la tête, me forçant à parler calmement. « Oh, ça va, je reste à la maison. Il fait trop froid ces temps-ci. » Elle m'a regardée, puis son petit-fils. « Pourquoi tu ne vas pas jouer un peu au parc ?» lui a-t-elle dit doucement, le regardant s'éloigner en sautillant avant de se tourner vers moi. Je connaissais ce regard. Nous, les femmes âgées, avons une sorte d'entente tacite, une intuition silencieuse quand quelqu'un a besoin de parler. Effectivement, quand je me suis approchée, elle a baissé la voix. « J'ai entendu quelque chose, pas loin d'ici. Je ne savais pas si tu voudrais le savoir. » J'ai laissé échapper un petit rire sec. À ce stade, je ne pense pas que ça puisse faire plus de mal que ce que j'ai déjà encaissé. Vas-y. Carole a soupiré. C'est à propos de ce jour-là, le gâteau d'anniversaire. Quelques personnes t'ont vu attendre devant leur porte. Te voir là, comme ça les a marqués. Plus tard, un voisin est passé chez Adrien et a entendu des voix dans le jardin. Il disait que tu te pointais toujours, que tu causais des problèmes, comme si tu étais une vieille femme qui ne savait pas lâcher prise, que tu étais un fardeau. À cet instant, j'ai senti comme un coup de tonnerre dans mes oreilles. Pas parce que j'étais surprise, mais parce que la blessure que je pensais cicatriser saignait encore, et quelqu'un venait d'arracher le pansement. Je suis restée là, silencieuse. Carole m'a observée attentivement, et, quand elle a repris, sa voix était encore plus douce. « Mais tout le monde sait ce que tu as fait pour eux. Ici, rien ne reste caché longtemps. On sait qui a aidé qui a déménagé, qui est intervenu quand il le fallait. Et, Brigitte, on sait tout ce que tu as donné. » J'ai serré les lèvres, luttant contre la brûlure qui montait derrière mes yeux. « Merci de me l'avoir dit. »« Carole, vraiment, peut-être qu'il est temps que j'arrête de prétendre que je ne vois rien. » Elle a tendu la main et m'a donné une petite tape sur l'épaule. « Brigitte, ce n'est pas qu'ils n'avaient pas besoin de toi, c'est qu'ils ne te méritent pas. » Et là, quelque chose en moi s'est ouvert. Un rayon de lumière a percé le brouillard. Elle avait raison. Ce n'était pas que je n'avais pas de valeur, c'était qu'ils ne méritaient plus les sacrifices que je faisais. Le lendemain, j'ai appelé Adrien et lui ai demandé si on pouvait se voir. À ma surprise, il n'a pas esquivé. Il a simplement suggéré qu'on parle dans un café, un lieu public. J'ai choisi une chaîne près de son bureau et je suis arrivée 10 minutes en avance. J'ai commandé son café noir habituel, plus par habitude que par autre chose. Pour ce que j'en savais, ses goûts avaient peut-être changé, mais une partie de moi n'avait pas encore suivi. Quand il est entré et m'a vue, il s'est figé un instant, comme s'il ne s'attendait pas à me voir si calme. « Maman » a-t-il dit prudemment avec une pointe de méfiance dans la voix. Je lui ai tendu le café.
Je ne suis pas là pour me disputer, ai-je dit calmement, juste pour parler. Il a pris la tasse sans un mot et s'est assis en face de moi. J'ai plongé la main dans mon sac et posé 2 documents sur la table, l'annonce de la maison et le contrat de donation. « Je sais que toi et Caroline prévoyez de vendre la maison, » ai-je dit. Il a serré la mâchoire. Ses doigts ont commencé à tracer des cercles nerveux sur le bord de sa tasse. « Maman, cette maison m'appartient légalement. Tu me l'as donnée? Tu savais ce que ça signifiait. » J'ai hoché la tête. « Oui, je te l'ai donnée. Mais tu sais aussi qu'il y a une clause dans ce contrat qui dit que toute vente doit être divulguée et approuvée par la donatrice. » Il est resté silencieux quelques secondes, puis a marmonné. « Caroline a dit que ça ne t'embêterait pas. » Je l'ai fixé dans les yeux. « Tu penses vraiment qu'une mère qui a donné sa dernière maison, qui vit seule dans un logement social, ne se soucierait pas de ce qui arrive à la maison autour de laquelle elle a construit sa vie? » Il n'a pas répondu. J'ai continué. « Je n'ai jamais voulu t'empêcher de vivre une bonne vie, mais ça ne veut pas dire que j'accepterai d'être complètement exclue. Je ne laisserai pas tout ce que j'ai donné devenir un fardeau encombrant. » Alors, il m'a regardé, et pendant un instant, j'ai vu quelque chose traverser son visage. De la culpabilité peut-être. Mais ça a disparu rapidement, masqué par la même expression prudente. « Maman, on ne le pensait pas comme ça. On traverse une période difficile en ce moment. L'hypothèque, les frais scolaires de Benjamin. On essaie juste d'alléger la pression. » J'ai laissé échapper un petit rire sec. « Je sais que la vie n'est pas facile pour toi, mais as-tu déjà pensé que j'ai 66 ans et que je vis seule avec une pension fixe? Je ne suis pas en acier. Tu as compté sur mon soutien pendant des années, financièrement et émotionnellement, et dès que ça devient gênant, je me retrouve abandonnée. Ce n'est pas alléger la pression, c'est une trahison. » Son visage s'est crispé. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun mot n'en est sorti. Je me suis levée. Ma voix était ferme, mais claire. « Ce n'est pas fini. J'ai parlé à une avocate. Cette maison ne peut pas être vendue sans mon consentement. Donc, à moins que tu n'obtiennes ma signature, et n'attends pas un seul centime. » Sur ce, je me suis retournée et je suis sortie. Mon reflet dans la vitrine du café montrait une femme droite, déterminée. Je ne suis pas rentrée tout de suite. Je me suis assise sur un banc plus loin, laissant la ville m'envelopper. La lumière du soleil filtrait d'entre les tours de bureau, éclairant le papier que je tenais. Une copie de la demande d'injonction immobilière que j'avais signée plus tôt. J'avais prévu de la déposer officiellement la semaine suivante. Ce n'était que le début. Je n'attendais pas qu'Adrien change soudainement, ni que Caroline prenne conscience du jour au lendemain, mais j'avais enfin appris quelque chose. La famille ne donne à personne le droit de vous vider jusqu'à l'épuisement. Je suis une mère, mais avant tout, je suis moi. Quelques jours plus tard, je suis entrée dans le bureau d'aide juridique avec une pile de documents. Élise a levé les yeux et m'a fait un petit signe de tête. « Prête ?» Je lui ai tendu chaque page, une par une. Ma voix était calme, résolue. « Je suis prête. » Elle a examiné les documents soigneusement, vérifiant chaque date, signature et ligne. Une fois satisfaite, elle a croisé les mains et dit gentiment « Nous déposerons la demande d'injonction d'urgence aujourd'hui. Le juge rend généralement une réponse initiale dans les 48 heures. Si c'est approuvé, la propriété sera temporairement bloquée pour toute transaction. » J'ai hoché la tête. Je ressentais toujours une oppression dans la poitrine, mais ce n'était plus comme il y a quelques semaines. Ça ne m'étouffait plus. Élise a glissé une copie du dossier sur le bureau. « Brigitte, dès qu'ils recevront l'ordonnance, ils viendront probablement frapper à votre porte. Soyez prête. »« Je le suis », ai-je répété. Même moi, j'étais surprise par la fermeté de ma voix. Cet après-midi-là, peu après 14 heures, j'étais dans la cuisine en train de préparer du thé quand la sonnette a retenti. J'ai regardé par le Judas. Adrien et Caroline. Je n'ai pas hésité longtemps avant d'ouvrir. Ils se tenaient net là, le visage tendu. Adrien a essayé de garder son calme. « On peut entrer et parler ?» Je me suis écartée et les ai laissés entrer. L'appartement était petit, avec à peine assez de place pour une cuisine et une table à manger près de la porte. Ils se sont assis près du canapé. Je suis restée debout, une tasse à la main, sans rien dire. J'attendais. Caroline a parlé la première. « Brigitte, nous avons reçu la notification du tribunal. Tu as bloqué la vente de la maison. » Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste regardé, laissant le silence confirmé à ma place. Adrien a soupiré, déjà nerveux.
Maman, pourquoi fais-tu ça? Tu as dit toi-même que tu nous avais donné la maison. J'ai posé ma tasse lentement. Oui, mais j'ai aussi inclus une protection. Cet accord stipule clairement que toute vente nécessite mon consentement. Vous le saviez tous les deux. Et pourtant, vous avez essayé de la vendre dans mon dos sans même un appel. Dis-moi, Adrien, est-ce que ça te semble respecté? Caroline est intervenue sur la défensive. Ce n'était pas notre intention. Vous pensiez juste que je ne le découvrirais pas. C'est ça? L'ai-je coupé. Vous pensiez que j'étais vieille, gentille, que je ne ferais pas d'histoire. Alors vous pouviez continuer à prendre et je me tairais. Le visage d'Adrien s'est assombri. Il s'est agité sur son siège, la mâchoire serrée, mais il n'a rien dit. Je me suis tournée vers Caroline. Je ne t'ai jamais plu. Je le sais depuis longtemps. Tu trouves que ma façon de vivre, de parler, te dérange, que je dépasse les bornes, que je m'immisce. Mais dis-moi, quand tu n'arrivais pas à trouver de babysitter après la naissance de Benjamin, qui était là en moins d'une heure? Qui a utilisé ses économies de retraite pour vous aider avec l'hypothèque? Qui s'est retiré dès que tu as dit « On prend la suite » et n'a plus jamais franchi ta porte? La pièce est devenue silencieuse. Pour la première fois, il y avait quelque chose de vulnérable dans les yeux de Caroline. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Adrien a fini par parler. « Maman, on ne voulait pas te faire de mal, c'est juste que tout est si compliqué. Les frais de scolarité, les prêts, on a pensé... » Je l'ai regardé, la voix plus douce mais ferme. « Je sais que c'est difficile, mais vous ne pouvez pas faire de moi votre solution. Je ne suis pas votre distributeur de billets. Je ne suis pas votre plan B. J'ai 66 ans, Adrien. Je ne vais pas donner le reste de ma vie à des gens qui me traitent comme si j'étais jetable. » Il a baissé les yeux et s'est tu, comme un enfant pris en faute. Mais Caroline n'était pas prête à lâcher. « On a pensé à tes sentiments. Tu prends tout trop à cœur. Tu crois toujours qu'on essaye de t'exclure. » J'ai laissé échapper un rire court et amer. « Caroline, je me suis tenue devant ta porte avec le gâteau préféré de Benjamin. J'ai appelé plus d'une douzaine de fois. Tu n'as pas répondu. Adrien m'a dit qu'il était hors de la ville, et le lendemain, j'ai appris qu'il était à l'école pour récupérer Benjamin. » Tu penses vraiment que je l'imagine? Elle s'est mordu la lèvre et n'a rien dit. Adrienne a relevé la tête. « Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? » Je l'ai regardé dans les yeux. Ma voix était basse, mais résonnait d'une clarté inébranlable. « Je ne suis pas là pour ruiner ta vie, mais je me battrai pour ma place dans celle-ci. Si tu veux la paix, apprends à respecter. Sinon, crois-moi, je ne céderai pas. » Ils sont partis sans un mot. Quand la porte s'est refermée derrière eux, je me suis appuyée sur ma chaise et j'ai fermé les yeux, laissant échapper un long soupir. Pas parce que j'avais gagné, mais parce que j'avais enfin cessé d'être la mère qui avait peur de parler. Pendant des années, j'avais tenu cette famille ensemble avec rien d'autre que de la patience et de la douceur. Maintenant, j'apprenais enfin à me protéger avec fermeté, si nécessaire. Tout le lundi matin, j'ai déposé la pile de documents au guichet des affaires civiles du tribunal. Derrière le comptoir, une employée blonde aux ongles peints en bleu cobalt bougeait lentement, mais avec une assurance discrète. Elle a examiné mes documents, puis la demande que j'avais remplie. « Vous contestez la vente en vous basant sur une clause jointe ?» a-t-elle demandé sans lever les yeux. « Exact », ai-je répondu. Le contrat de donation stipule explicitement que toute vente nécessite la connaissance et le consentement écrit de la donatrice. Je n'ai été ni informée, ni n'ai signé quoi que ce soit. Elle m'a jeté un bref regard, puis est revenue au papier. Elle n'a pas insisté avec des questions. Elle a simplement dit clairement « Vous serez notifié dans les 72 heures si le dossier est accepté. S'il va de l'avant, une audience préliminaire sera programmée. » J'ai pris le reçu et je suis restée là, dans le hall du tribunal, me sentant étrangement plus légère. Pas parce que j'étais sûre de gagner, mais parce que j'avais enfin fait un vrai premier pas. Moi, Brigitte Dupont, je n'étais plus la mère qui se résignait toujours en silence. Cet après-midi-là, je prévoyais de passer au supermarché pour acheter du détergent. En passant près de l'école de Benjamin, sur le point d'entrer dans un magasin, j'ai entendu une voix aiguë et douce crier « Mamie !» Je me suis figée. Je me suis retournée et là était Benjamin, juste devant la porte de l'école, son sac à dos sur l'épaule, les yeux brillants comme des étoiles. La maîtresse à ses côtés a dû sentir notre lien. Elle m'a salué d'un signe de tête et s'est éloignée. Je me suis précipitée, je me suis accroupie et je l'ai entouré de mes bras.
Il a sauté dans mon étreinte, m'enveloppant de son odeur chaude et sucrée, comme l'enfance elle-même. « Oh, que tu fais ici ?» a-t-il ri, pressant sa joue contre la mienne. Je lui ai caressé les cheveux, retenant une vague d'émotion. « Je passais par là, mon chéri. Je t'ai vu et j'ai voulu te dire bonjour. » Il a ri, puis a fouillé dans son sac et en a sorti un morceau de carton froissé. « Aujourd'hui, j'ai dessiné ta fleur préférée. Regarde. » L'image était un bouquet d'œillets roses, vibrants et tremblants, avec des gribouillis intenses. En haut, en lettres tordues, il avait écrit « Pour mamie ». Ma gorge s'est nouée. Mes yeux brûlaient, mais je n'ai pas pleuré. Je lui ai caressé le visage et murmuré « Merci, mon cœur. Je garderai ce dessin pour toujours. » Il m'a regardé sérieusement. « Pourquoi tu ne viens plus ?» J'ai hésité, puis j'ai dit doucement « Ces temps-ci, mamie est très occupée, mais dès que j'aurai fini, je viendrai te voir. D'accord ?» Il a hoché la tête docilement. « Tu dois venir vite. Je t'ai fait plein de dessins. » Je lui ai ébouriffé les cheveux et j'ai souri, essayant de ne pas laisser transparaître la douleur. « Allez, file chez toi. Ne fais pas attendre ta maîtresse. » Je l'ai regardé partir, debout dans la ruelle étroite à côté de l'école, me sentant complètement vide. Mon Dieu, comme j'avais envie de le prendre et de l'emmener chez moi, de lui préparer un chocolat chaud comme avant, de découper des animaux en papier avec lui, de lui lire des histoires avant de dormir, mais je ne pouvais pas parce que je savais que je ne pouvais pas laisser ce conflit juridique l'affecter. C'était un enfant. Il méritait un amour pur et une vie où il se sentait en sécurité. Cette bataille ailée était entre ses parents et moi. Elle n'avait rien à voir avec Benjamin. Pourtant, à cet instant, je me suis fait une promesse silencieuse. Même si je ne pouvais plus être la grand-mère présente tous les jours, je ne le laisserais jamais me voir comme quelqu'un qui se résigne. Je voulais qu'il sache que sa grand-mère n'était pas un fardeau qu'on pouvait écarter. Elle avait de la dignité, de la force. Quand je suis rentrée, j'ai rangé le dessin dans le tiroir du bas de mon bureau, juste à côté d'une vieille photo d'Adrien et moi, quand il était encore petit. Puis j'ai ouvert mon ordinateur et envoyé un email à Élise pour l'informer que les documents avaient été officiellement déposés. Elle m'a répondu presque immédiatement. « Beau travail, Brigitte. Je vous tiendrai au courant quand il sera temps de notifier l'avocat adverse. » J'ai fixé l'écran un moment avant de répondre. « Merci. Je suis prête pour la suite. » Et je le pensais vraiment. Pendant longtemps, j'avais essayé de gagner ma place dans ma famille par le silence et le sacrifice. Mais maintenant, j'apprenais à la défendre avec ma voix. Il ne s'agissait pas seulement d'une maison, mais de protéger le reste de ma vie. Une semaine plus tard, par une après-midi calme, le jugement officiel du tribunal est arrivé dans ma boîte de réception. J'ai ouvert le PDF, le cœur battant à tout rompre, et mes yeux ont parcouru les lignes jusqu'à ce que je trouve. Le tribunal a déterminé que l'affaire mérite un examen judiciaire. Par conséquent, une injonction est émise. La propriété en question sera gelée pendant toute la durée de la procédure. Toute tentative de vente, d'hypothèque ou de transfert sera considérée comme invalide. J'ai fixé l'écran en silence jusqu'à ce que ma vision se brouille et que mes yeux s'emplissent de larmes. Je savais que ce n'était pas la fin de l'affaire, mais c'était la première reconnaissance réelle, une voix autoritaire disant « Vous n'êtes pas mesquine, vous défendez ce qui est à vous. » Le lendemain matin, Élise m'a appelée. « Brigitte, vous avez réussi », a-t-elle dit avec une pointe de joie inhabituelle dans la voix. « Votre accord était simple, mais il vous a sauvé. Le juge a reconnu votre interprétation de la clause de donation et a convenu que sur le plan éthique, cette vente soulève de sérieuses questions. » J'ai serré le téléphone, essayant de rester calme. « Donc, la maison est gelée ?» « Pour l'instant, oui, » a-t-elle répondu, marquant une pause. Mais plus important encore, ça envoie un message clair. Vous n'êtes plus quelqu'un qu'on peut ignorer. Puis elle a ajouté, « Le juge recommande aussi une médiation. Il pourrait vous proposer un accord pour lever le gel. Êtes-vous prête à les écouter? » Je suis restée silencieuse un instant. Ce n'était pas que je ne voulais pas de compensation, mais je ne voulais pas qu'on me la donne comme de l'argent pour me faire taire. J'ai dit doucement, « Je suis prête à écouter, mais sans hâte. Laissez-les réfléchir à ce qu'ils ont fait un peu. » Et ils ont réfléchi. 2 jours plus tard, Carole m'a trouvée dans l'allée des fruits et légumes du supermarché que nous fréquentions toutes les deux. « J'ai vu Caroline dans le parking, » a-t-elle dit, les yeux écarquillés.
Elle était rouge, au téléphone, criant que le prêt n'avait pas été approuvé et te blâmant d'avoir tout gâché. J'ai hoché la tête, sans dire un mot. Je pouvais deviner ce qui se passait. Ils comptaient sur la vente de la maison pour couvrir un déficit financier, peut-être pour payer les frais de scolarité de Benjamin, peut-être pour améliorer leur maison. Mais maintenant, avec le gel, ils étaient même coincés, furieux mais impuissants. Carole s'est rapprochée. Elle a dit que tu étais insensible de leur faire traverser ça. J'ai légèrement secoué la tête. Je n'avais plus besoin de la compréhension de Caroline pour trouver la paix. J'avais découvert quelque chose de bien plus important. Je m'étais prouvé que je pouvais vivre à ma manière. Quant à Adrien, le jour où il a reçu la notification officielle de mon avocate, il est rentré chez lui et a à peine dit un mot. Caroline faisait les 100 pas dans le salon. Elle doit abandonner. Elle aurait dû y réfléchir à 2 fois avant de se mêler à nouveau. Adrien s'est assis, s'est frotté les tempes, puis a dit doucement « Elle n'a rien fait de mal. N'en mal. Elle s'est retenue pendant des années pour nous. » Caroline s'est arrêtée à mi-pas. « Qu'est-ce que ça veut dire? »« Mais tu sais exactement ce que je veux dire, » a-t-il répondu, la voix tendue. On lui a pris tellement. Qu'est-ce qu'on lui a vraiment rendu? Peut-être, juste peut-être, était-ce la première fois qu'il se disputait vraiment à cause de moi? Pas à cause de mon argent, pas à cause de la maison, mais à cause de moi. Je ne suis pas venue fanfaronner, je n'ai pas enfoncé le couteau. Au lieu de ça, j'ai fait quelque chose que j'avais repoussé pendant des années, quelque chose que j'avais toujours voulu faire, mais que je remettais à plus tard au nom de la famille. Je me suis inscrite à un cours de jardinage communautaire. C'était un mardi après-midi ensoleillé. J'ai mis un tablier, une truelle à la main, et je me suis tenue aux côtés d'un groupe de femmes âgées pendant que nous plantions des roses et repiquions des campanules, échangeant des conseils sur le sol et l'exposition au soleil. Quelqu'un a apporté du café, une autre a partagé des biscuits faits maison, et pour la première fois depuis longtemps, je l'ai ressenti. La vie s'étendait au-delà d'Adrien et de sa petite maison. Je pouvais me faire des amis, raconter des histoires de ma jeunesse, m'inquiéter d'une gueule de loup tordue, plutôt que d'un virement automatique mensuel qui vidait mon compte. Les voisins savaient ce que j'avais traversé. Personne ne se mêlait de mes affaires. Personne ne murmurait. Au contraire, ils me soutenaient discrètement, de manière pratique, comme en me recommandant un fleuriste local qui cherchait une aide à temps partiel, disant que ce serait une bonne façon de mettre à profit mon talent. J'ai ri et balayé l'idée d'un geste. Ses mains sont un peu vieilles pour ça. Mais quelqu'un a simplement souri et dit « Tu as oublié comment vivre pour toi. » Adrien ne m'avait pas contacté directement, mais Carole a mentionné l'avoir vu un jour, assis seul sur les marches du tribunal. Elle a dit qu'il avait les yeux rougis, comme s'il avait été réprimandé, ou peut-être qu'il avait pleuré. Je n'ai pas répondu. Ce n'était pas que je ne ressentais rien pour lui. C'est mon fils. Je l'ai élevé. Mais la compassion ne signifie pas que je vais m'allonger et le laisser me piétiner à nouveau. Ce week-end-là, je me suis assise près de la fenêtre du salon, taillant des tiges de roses pendant qu'une vieille émission de radio bourdonnait en fond. Le rythme doux des ciseaux s'accordait au silence de la lumière du crépuscule. Puis le téléphone a sonné, un numéro inconnu. J'ai hésité avant de répondre. « Maman. » La voix de l'autre côté était basse, rauque, Adrien. Je n'ai pas parlé. Il a attendu un instant, puis a continué. « Je sais qu'on a eu tort. Caroline insistait. Elle voulait plus de sécurité, une vie meilleure. Elle a dit que vendre ta maison nous donnerait une marge. Et je l'ai cru. On a pris tout ce que tu nous as donné et on a agi comme si c'était notre dû. » Ma voix est venue doucement. « Et tu as oublié que l'amour, même celui d'une mère, doit être respecté. Il doit être vu. » Il y a eu une pause. Puis il a dit « J'ai parlé à notre avocat. Je vais t'envoyer une compensation. Ce n'est pas tout, je sais, mais c'est un début. On ne touchera plus à la maison. L'acte restera tel quel. Tu pourras décider quoi en faire quand tu voudras. » Le silence s'est étiré un moment. Je n'ai pas raccroché. J'ai juste dit doucement « Adrien, si tu veux vraiment changer, commence par le respect. Le reste, on verra. » Un murmure. « D'accord. » Puis l'appel s'est terminé. Je me suis adossée à ma chaise, le téléphone encore chaud dans ma main. Dehors, le ciel s'était assombri jusqu'à un indigo doux, entre le jour et la nuit. Ce n'était pas une réconciliation, pas un pardon, pas un oubli,
Mais c'était quelque chose de plus, quelque chose de mieux. J'avais retrouvé ma place. Pas comme un pion dans le plan de quelqu'un d'autre, pas comme la figure maternelle toujours généreuse et jamais vue. J'étais Brigitte Dupont, retraitée, vivante, capable, avec des limites. J'avais gagné l'affaire, mais plus important encore, je m'étais retrouvée. Un mois plus tard, le printemps est enfin arrivé. Sur le rebord de ma fenêtre, la première jacinthe a fleuri, une douce fleur violette se frayant un chemin parmi un bouquet de feuilles vertes. C'était comme un soupir longtemps retenu, une expiration silencieuse après avoir enduré le froid si longtemps. Ce matin-là, j'ai reçu un SMS de la banque. Adrien m'avait transféré une somme. Pas énorme, mais vu sa situation, c'était un geste clair. Dans la note, il avait écrit 4 mots. Compensation. Je suis désolée. Après avoir vérifié les détails, Élise m'a dit « Vous pouvez considérer cela comme une compensation partielle pour les dommages émotionnels ou, si vous êtes prête, comme une base pour un accord. Si vous le souhaitez, nous pouvons abandonner le litige à la prochaine audience. » J'ai hoché la tête lentement. Je n'avais jamais voulu récupérer la maison pour la vendre. Peut-être qu'il ne me la rendrait jamais complètement, mais j'avais gagné quelque chose de bien plus précieux, la certitude que je ne serais plus jamais sans abri. J'ai notifié à Adrien et Caroline qu'ils pouvaient garder la propriété pour l'instant, mais que toute vente future nécessiterait mon approbation écrite explicite. Sans ma signature, pas un seul mur ne pourrait être touché. Tout a été consigné dans un protocole d'accord formel archivé dans le système électronique du tribunal. J'ai gardé une copie papier, la clé d'une serrure dont je n'avais plus peur. Une fois le litige immobilier derrière moi, ma vie a retrouvé un rythme paisible. Benjamin appelait plus souvent. J'avais le sentiment que ses parents ne décourageaient même plus nos contacts. « Mamie », m'a-t-il dit, radieux, lors d'un récent appel vidéo tenant un livre illustré. « Tu savais que les baleines chantent la nuit ?» J'ai ri en me versant un verre d'eau. « Eh bien, la prochaine fois, tu devras me le lire, d'accord ?»« D'accord », a-t-il hoché la tête avec vigueur. Puis il s'est approché de la caméra et a chuchoté. « Maman m'a dit que tu déménages encore. »« Tu prends la photo des fleurs que je t'ai faites, les œillets ?» J'ai senti un picotement dans le nez. J'ai hoché la tête. « Bien sûr, je vais même l'encadrer. » Quand l'appel s'est terminé, je suis restée au milieu de mon appartement presque vide. Juste des murs et des échos. Cet endroit avait été mon point le plus bas. Mais aussi mon réveil. Et maintenant, il était temps de tourner la page. Adrien essayait vraiment de réparer ce qui restait entre nous. En plus de l'argent, il m'a aidé à contacter une communauté de logements pour seniors dans l'ouest de la ville. Les unités étaient conçues pour une vie indépendante avec des services de base. Celle que j'ai choisie avait un balcon spacieux et un bac de jardin surélevé pour planter. J'avais prévu d'emmener mes jacinthes et mes petites succulentes qui n'avaient jamais vraiment prospéré, mais n'étaient jamais mortes non plus. Quant à la vieille maison, après en avoir discuté avec Adrien et Caroline, nous l'avons louée. Élise nous a aidés dans le processus. Elle est maintenant occupée par un jeune couple, tous deux infirmiers. Le loyer n'est pas énorme, mais il suffit. Adrien et moi avons convenu de le partager à 50-50. Ces revenus me donnent de la tranquillité et de l'indépendance. Le jour du déménagement, je n'ai rien dit à Adrien, mais d'une manière ou d'une autre, Benjamin le savait. Il a appelé, l'écran tremblant alors qu'il agitait le téléphone. « Mamie, je peux venir voir ta nouvelle maison? » J'ai souri. « Si ta maman dit oui, tu es toujours le bienvenu. » Quelques jours plus tard, Adrien m'a envoyé un texto. « Maman, si ça te va, j'aimerais emmener Benjamin voir ton nouvel endroit. » J'ai répondu simplement. « Benjamin est toujours le bienvenu. Si tu as le temps, tu peux venir prendre un thé aussi. » Cette première nuit dans ma nouvelle maison, j'ai préparé une théière de camomille et ouvert les fenêtres pour laisser entrer la brise printanière. La lampe dans le coin projetait une lueur jaune chaleureuse sur le mur. Je me suis assise dans un nouveau fauteuil en osier, le dessin de Benjamin à côté de moi, un recueil de poésie sur les genoux et un dépliant pour le recrutement de bénévoles pour la semaine suivante au club de jardinage communautaire sur la table. Pour une fois, ma vie ne consistait pas à attendre un appel et certainement pas à craindre le silence quand il ne venait pas.
J'ai enfin compris, recommencer ne nécessite rien de bruyant ou de dramatique. C'est un processus silencieux, une lente récupération de soi. Ça commence par arrêter d'essayer de rester pertinente dans l'histoire de quelqu'un d'autre et ça continue par écrire la vôtre, sans attendre d'être aimé, mais en apprenant à s'aimer soi-même, profondément et intentionnellement. J'ai fermé les yeux et laissé échapper un soupir que je ne savais pas avoir retenu. Toute ma vie, j'ai cru que être mère était mon identité entière, mais maintenant, je connaissais la vérité. Même les mères, surtout les mères, ont le droit de choisir la vie qui leur appartient. Dehors, la jacinthe se balançait dans la brise comme si elle applaudissait. Je m'appelle Adrien Dupont, j'ai 36 ans. Pour la plupart des gens, je suis probablement le pire type de fils, celui qui a été élevé par une mère célibataire et qui a fini par la traîner en justice pour une maison. Mais si vous m'écoutez, peut-être comprendrez-vous que tout ne s'est pas effondré du jour au lendemain. Quand j'étais enfant, j'étais très proche de ma mère. Mon père est mort prématurément et nous n'étions plus que tous les deux. Elle travaillait comme comptable dans un bureau gouvernemental, toujours avec le même uniforme bleu ardoise, emportant son déjeuner au travail et revenant avec. Mon moment préféré de la journée, c'était quand elle rentrait et se mettait à préparer le dîner, me demandant « Quelqu'un t'a embêté à l'école aujourd'hui ?» « Non », disais-je toujours, même si ce n'était pas vrai. Elle souriait et disait « Bien, tu es la chose la plus importante de ma vie, j'ai besoin de savoir que tu vas bien. » À l'époque, je croyais vraiment qu'elle était la présence la plus chaleureuse du monde. Même après mon départ pour l'université, elle m'appelait chaque semaine pour demander si j'avais besoin de quelque chose. Nourriture, chaussettes, piles. À chaque fois que je rentrais, il y avait une marmite de mon ragoût de bœuf aux tomates préférées sur la cuisinière. « Ton père adorait ça », disait-elle. « Et c'était ton préféré quand tu étais petit. Quand tu en manges, on dirait que cette maison a encore un cœur. Ça me touchait à chaque fois, et je n'ai jamais cessé de vouloir lui rendre l'appareil, mais la vie s'est compliquée, et moi aussi. J'ai rencontré Caroline peu après avoir obtenu mon diplôme. Elle était intelligente, déterminée, ambitieuse, une femme qui réussissait dans le monde des assurances. J'étais attirée par sa façon d'être. Elle me donnait l'impression d'entrer dans l'âge adulte avec un cap et un contrôle. Nous nous sommes mariés assez vite. Nous avons emménagé dans un modeste appartement de 2 chambres que j'ai acheté avec une hypothèque. Au début, tout semblait gérable. Mais quand Benjamin est né, les choses ont changé. Ma mère était aux anges, comme on pouvait s'y attendre. Et sa joie s'accompagnait d'offres. « Tu veux que je garde le bébé quelques heures? Je peux passer le soir et cuisiner. Laisse-moi vous aider le week-end avec le linge ou le ménage. » Elle avait de bonnes intentions, je le savais, mais pour Caroline, c'était comme une intrusion. « Elle n'a pas de limite, Adrienne, disait-elle. Elle appelle ça aider, mais elle s'immisce. As-tu seulement pensé à comment on est censé construire notre propre famille si elle est toujours là? » Au début, je n'étais pas d'accord, mais elle l'a répété si souvent qu'avec le temps, j'ai commencé à y croire. Une soirée m'a marquée. Ma mère nous avait préparé un dîner, rien d'extraordinaire, juste une visite surprise. J'avais oublié de prévenir Caroline. Quand elle est entrée et a vu ma mère, son visage s'est fermé. Plus tard, pendant le dîner, ma mère a suggéré nonchalamment « Peut-être que vous pourriez rapprocher la chaise haute de Benjamin du mur. Il fait tomber de la nourriture tout le temps. » C'était tout. Caroline était restée silencieuse, car ça a été suivi de 2 jours de froideur. « Tu ne prends jamais notre parti, » a-t-elle fini par lâcher. « Ta mère s'immisce toujours, et tu la laisses faire. Tu sais faire. Tu ne te rends pas compte? » Cette nuit-là, j'ai eu ma première vraie pensée. Peut-être que maman en fait trop. Après ça, nos interactions avec elle sont devenues contrôlées. Chaque visite avait une durée limitée. Nous avons cessé de complimenter sa cuisine. Quand elle proposait de garder Benjamin, nous disions « Non, merci, on a engagé quelqu'un. » Et je n'ai jamais reconnu l'argent, ces virements mensuels pour aider avec l'hypothèque. Je savais qu'elle le ressentait, la froideur. Je savais qu'elle s'éloignait, essayant de ne pas gêner, mais je n'ai pas réalisé à quel point nous l'avions repoussée jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La maison, c'était l'idée de Caroline. « Adrien, on est noyé sous les factures. L'hypothèque, le prêt auto, c'est trop. Cette maison que ta mère t'a donnée est là, inutilisée. On devrait la vendre, elle te l'a déjà donnée. Il suffit d'autoriser la vente, c'est tout. » J'ai hésité.
Ça me gênait de savoir qu'elle vivait dans ce petit logement social, sans balcon, sans espace. Mais Caroline a insisté. Elle va bien, non? Elle a dit qu'on devait prendre nos propres décisions, non? Alors arrête d'attendre son approbation. Et moi, j'ai pris la voie du lâche. Je n'ai rien dit, ce qui revenait à dire oui. Je me suis dit qu'elle ne le remarquerait jamais, ou que si elle le faisait, elle ne se battrait pas. Ce n'était pas son genre de s'opposer à son propre fils. C'est ce que je me suis dit. Puis est arrivée la notification du tribunal, une injonction formelle. Je me suis tenue là, le papier à la main, et j'ai réalisé. Elle n'était pas faible. Elle ne voulait plus se taire. Je ne peux pas oublier ce moment dans sa petite cuisine, quand elle m'a regardé dans les yeux et a dit « J'ai 70 ans. Je ne peux pas donner le reste de ma vie à des gens qui ne savent pas prendre soin de moi. » À cet instant, pour la première fois, j'ai ressenti une véritable honte. Pas parce qu'elle avait bloqué la vente de la maison, mais parce que c'était moi qui l'avais acculée, là où elle n'avait plus d'autre choix que de se défendre. Pendant les semaines suivantes, j'ai à peine dormi. De vieux souvenirs ressurgissaient dans le silence. Elle, courant avec moi dans la neige pour aller à la clinique, mon visage pressé contre son cou gercé par le vent. Elle, assise à mes côtés tard le soir, m'aidant avec mes devoirs, oubliant de préparer son propre déjeuner pour le lendemain. Elle, agitant un chèque en l'air, radieuse, disant « Le mois prochain, on pourra t'acheter cet ordinateur. » Enfant, je lui avais dit des milliers de fois, « Quand je serai grand, je prendrai soin de toi. » Mais je ne l'ai jamais fait, pas une seule fois. Je ne blâme pas Caroline, ce n'est pas une mauvaise personne. Elle voulait juste protéger sa vision de la vie. Le vrai problème, c'était moi, trop passif, trop faible, trop silencieux entre les deux femmes qui ont façonné mon monde. Finalement, j'ai transféré une somme d'argent à ma mère. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un geste, une reconnaissance. Je suis aussi allée voir la nouvelle communauté où elle avait emménagé. C'était lumineux, paisible, avec la lumière du soleil inondant son balcon, où elle avait déjà commencé à cultiver des fleurs. Un jour, quand je suis passée lui apporter un livre illustré pour Benjamin, elle a ri et dit « Tu te souviens quand tu t'allongeais pour lire au soleil sur le balcon? Tu te brûlais tellement que tu pelais pendant une semaine. » J'ai ri et hoché la tête, mais quelque chose m'a serré la poitrine. Je sais que les choses entre nous ne redeviendront peut-être jamais comme avant, mais une chose est sûre, je ne laisserai plus jamais personne dire qu'elle est inutile parce qu'elle ne l'est pas. Elle est et a toujours été le premier endroit où j'ai appris ce que c'est que d'être aimée.